Bonsoir et bienvenue, cher public du Grand Auditorium et du site des Collèges des Bernardins, et chères auditrices et auditeurs de la radio RCF. Je m'appelle Didier Pourquerie, je suis président du site de Conversation France, partenaire du Collège. La rencontre de ce soir est un mardi des Bernardins extraordinaire, puisqu'il est organisé à l'occasion de la 17e semaine du son de l'UNESCO. Et nos trois invités vont explorer un univers paradoxal, tout spécialement à la radio, celui du silence. Quelques questions tout d'abord. Le silence est-il un vide, un presque rien, une toile de fond, ou au contraire quelque chose qui nous permet de sonder les profondeurs de l'âme? Puisque, selon la belle expression du poète Georges Haldas, c'est dans le silence que l'invisible fait son chemin. Hélas, nous vivons dans un monde bruyant. La pollution sonore est épuisante, c'est un risque environnemental majeur. Alors, le silence est-il en train de devenir un produit de luxe? Nous en parlerons ce soir. L'environnement sonore, urbain, est-il un nouvel élément de ségrégation sociale, comme le sondage Opinionway pour la semaine du son de l'UNESCO tendrait à le prouver? Et puis, plus généralement, que recherche-t-on quand on recherche le silence? Que suscite-t-il? Que permet-il? Donc, autour de ces questions qui rythmeront cette soirée, en compagnie de nos trois invités, que je vais vous présenter tout de suite. Cynthia Fleury, bonsoir. Vous êtes philosophe et psychanalyste, après avoir longtemps enseigné à l'American University of Paris, à Polytechnique et à Sciences Po. Vous êtes aujourd'hui professeur au Conservatoire national des arts et métiers, ainsi qu'à l'École des mines, et dirigez la chaire de philosophie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Votre dernier ouvrage, Le soin est un humanisme, est sorti en mai 2019 chez Gallimard. Sœur Cécile, bonsoir. Vous êtes prieur de la Fraternité monastique de Jérusalem à Paris, que vous avez rejoint en 1992, après des études en histoire de l'art. Rappelons que les fraternités de Jérusalem, mouvement encore jeune, dans la perspective de l'Église, car fondées en 1975, ont pour principe de vivre la vie monastique au cœur de la ville. Et puis enfin, Christian Hugonnet, sans lequel nous ne serions pas là ce soir, Christian Hugonnet, qui est spécialiste du son, ingénieur du son, et qui, depuis 17 ans, organise la Semaine du son, qui est aujourd'hui la Semaine du son de l'UNESCO. Je voudrais, cher Christian Hugonnet, que, en ouverture de cette soirée, vous nous parliez de ce drôle de thème, qui est le thème de la ségrégation par le son. Comment vous est venue cette idée? C'est une réflexion que je mène depuis déjà pas mal de temps. Nous sommes dans un monde de bruit, qui est un monde de bruit qui ne désemplit jamais. Et ce monde de bruit est incessant, il ne se calme jamais. À la différence de ce qui se passait au XIXe siècle, les bruits de charrette, c'était des bruits qui étaient un peu ponctuels, si je puis dire. Maintenant, ce sont des bruits qui restent constants et qui, quelque part, nous empêchent cette respiration élémentaire qui est celle de nos oreilles. Et je crois même que pouvoir dire, en discutant avec Christine Petit du Collège de France hier soir, elle me disait, tu sais, les oreilles ont besoin de respiration au sens propre du terme. On a besoin de respirer. Les cellules ciliées de l'oreille interne ont besoin d'air, d'oxygène pour pouvoir se régénérer. Et cet oxygène nous manque aujourd'hui véritablement. Et cette prise de conscience m'est venue, pour tout vous dire, quelques jours avant Cannes, et avant que nous en parlions avec Cynthia, lors du dernier festival de Cannes. Et j'étais donc à Beyrouth. Et je vois à Beyrouth, après 21 années de guerre, je vois une ville qui se construit, ou s'est construite d'une manière un peu anarchique, avec de très beaux immeubles qui étaient donc installés effectivement sur les bords de mer. Très beaux immeubles, très grands, au prix du mètre carré absolument incroyable. Et puis derrière, toute la ville, là, regroupée dans une zone serrée, avec des artères urbaine extrêmement étroite, beaucoup de bruit, incessant. Imaginez des centaines de climatiseurs sur toute cette zone-là. Et ce jour-là, on me dit, pour la semaine du son, car nous avions lancé là-bas la semaine du son d'UNESCO,
On nous dit, écoutez, imaginons aujourd'hui que nous allons inaugurer véritablement un nouveau système. Alors, de quel système s'agit-il? Et nous avons des tuyaux, précisément, qui ont été mis en place dans la ville pour pouvoir permettre aux enfants, des tuyaux bleus précisément, et qui vont en fait contourner ces maisons qui se trouvent en bord de mer pour aller chercher justement le bruit de la mer auquel ils n'ont plus accès. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, nous sommes à un instant de nos vies où même le sonore n'est plus accessible, le beau son précisément, celui qui nous fait grandir, celui qui nous fait rêver, n'est plus accessible non plus à ces enfants qui sont derrière ces barrières sonores. Là où effectivement les riches, eux, s'offrent encore effectivement ce bonheur de pouvoir entendre directement la mer. D'où cette idée d'un sonore effectivement qui n'est pas le même pour tous, et qui fait que dans un cas, effectivement, on a le bruit pour les pauvres, et quelque part, aussi ce silence, et où ce beau son, ce son que l'on veut, que l'on désire précisément pour les riches. Voilà, comme ça est venue cette idée, et en discutant avec Cynthia, qui était membre du prix de la meilleure création sonore cette année à Cannes, eh bien on s'est dit, bah, tiens, voilà un thème qui nous paraît tout à fait essentiel. Et Cynthia m'a dit, allez, on va le lancer cette année. Alors justement, Cynthia Fleury, revenons un tout petit peu en arrière, que cherche-t-on quand on cherche le silence? Dans une interview en 2016 qu'on a retrouvée, vous déclariez, car rien ne se perd, vous déclariez « Le silence, c'est le temps des choses, l'élément dont l'âme a besoin pour ressentir ce qu'elle pense et vit. » Alors, cette recherche du silence, comment elle s'articule et pourquoi? Le silence, il sert effectivement à beaucoup de choses. Vous avez une fonction, c'est sans doute ça que j'ai voulu dire ici, je vais laisser la fonction spirituelle du silence à Sœur Cécile, mais vous avez une fonction cognitive, intellective, noétique du silence, c'est-à-dire que c'est l'environnement sonore dont nous avons besoin pour penser. Et donc, il y a des textes philosophiques infinis là-dessus. Donc ça, c'est une première grande fonction. Vous avez une fonction clinicienne du silence, c'est-à-dire que le silence soigne. Et on a quantité de travaux, Moser en psychologie environnementale ou Gessler en géographie de la santé, qui véritablement voient comment le manque, les méfaits physiologiques, psychologiques, neurologiques, somatiques, etc., du manque de silence. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais ils sont aujourd'hui absolument posés. Il y a un fardeau sonore très, très, très fort, et on voit très clairement ceux qui peuvent bénéficier du silence et comment ils vont avoir des troubles comportementaux moindres, du stress, de l'anxiété moindre, comment le post-opératoire à l'hôpital, parce que l'hôpital n'est pas un lieu nécessairement silencieux, on y reviendra. Bon. Donc on voit très très bien une discrimination et une fonction clinicienne du silence. Et puis vous avez une fonction publique, citoyenne du silence, au sens où, on le voit très bien, il y a des textes dernièrement plus proches de nous, de Mathieu Crawford là-dessus, où il fait cette expérience, comme vient de dire Christian, c'est-à-dire d'une privatisation du silence, d'une confiscation du silence pour ceux qui peuvent payer cette denrée qui normalement est une ressource collective. Et il en appelle à précisément le fait de préserver cette ressource collective. Pourquoi? Parce que cette ressource collective, elle permet, là encore, au logos. Je rappelle que le logos, dans l'espace public, il structure l'espace public. Si vous avez un espace public qui est absolument impossible, vous devenez fou. Donc, on voit très bien comment la violence et le bruit, à un moment donné, dialectisent. Comment il faut pouvoir se parler et construire un espace public. Comment il y a une fonction parésiastique du silence, au sens où il nous permet... Parésia, c'est le dire vrai en grec. Alors, au minimum, une fonction performative, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire silence pour entendre quelque chose qui va se dire, qui va faire sens et qui va produire éventuellement un geste. Donc vous voyez, tout ça fait que c'est une question importante, à la fois pour la santé des hommes et pour la santé de la démocratie. Alors je voudrais revenir sur la première
première partie de ce que vous disiez sur le silence qui permet la réflexion. C'est devenu presque paradoxal, puisque aujourd'hui, beaucoup de gens, peut-être ici aussi, on travaille dans des grands bureaux paysagers où on est censé agir, mais aussi on est censé réfléchir. Alors, et cette réflexion, du coup, on voit des gens avec des casques de chantier pour s'isoler. Comment ça se passe, ça? Ça se passe que c'est une des causes premières aujourd'hui de l'épuisement professionnel. En open space, là, une des premières choses que vous disent les travailleurs, c'est je m'entends plus penser, je suis sans cesse dans un sentiment de surveillance, de soupçon, soit j'ai le sentiment de déranger un collègue, soit je suis dérangé. Et c'est aujourd'hui même, beaucoup parlent de souffrance. Et donc ce manque de silence, ce manque d'intimité, ce manque d'alcôve, etc., a été un des points extrêmement soulignés dernièrement dans la psychodynamique du travail ou la psychopathologie du travail. Donc c'est un point essentiel. Alors résultat, vous voyez rétropédaler tout le monde, au sens où on avait fait exactement, on avait fait donc table rase de tout, et puis c'est inhumain, bien évidemment, parce qu'on a besoin de séparation. La démocratie est construite en plus sur la séparation des pouvoirs, de la vie privée et publique, de la religion et du politique, enfin des espaces quoi, où chacun peut tenter d'être un individu sans déborder sur l'autre. Et donc résultat, vous voyez arriver les multiples cloisons, petites, machin, enfin bref, rendant l'espace en fait invivable. Et on voit comment le silence nous permet tout simplement d'habiter très clairement le monde. Donc c'est vrai que et on le dit, et vous voyez les gens donc tenter de faire bulle, et c'est vrai que on ne peut pas faire silence, c'est extraordinairement compliqué. Donc on refait silence en mettant par exemple de la musique sur ses oreilles. Mais ce n'est pas du silence, mais c'est une manière quand même de s'extirper de toute la proximité avec le bruit et de rentrer dans une bulle. Et résultat, on parle souvent de comportement autistique, mais les comportements autistiques de manière, absolument pas fondée et infigurée, non pas, mais des comportements, de rétractation comme ça. Parce que tout simplement les défenses psychiques sont atteintes et c'est trop. Alors, sœur Cécile, je le disais en ouverture, votre fraternité monastique, elle est au cœur des villes. Au cœur du bruit. Au cœur du bruit. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différents silences que vous pouvez rencontrer ou que vous pouvez vous aménager justement au cœur des villes? Oui, vous parliez des différents silences qu'on peut traverser aussi. Et moi, je disais, en réfléchissant, je me suis dit, traverser, ça veut dire aller au-delà. Alors, je ne parle pas du bruit, là, je parle du silence. Il y a des silences qui sonnent faux, qui sont des faux silences et qui sont vraiment à dénoncer. Notre livre de vie, donc le tracé spirituel de la communauté, dit, très concrètement, ton silence ne doit être ni taciturne, ni renfrogné, ni disciplinaire, ni systématique, ni raide, ni endormi. Ça, ce sont des faux silences. Je rajouterais ni indifférent, le silence dans le métro. L'indifférence peut être plus forte que le mépris, où on dit à l'autre même qu'il n'existe pas, on ne le voit pas. Donc ces silences-là sont à dénoncer, ce ne sont pas les silences qui donnent la vie. Et puis il y a d'autres silences à traverser, dans le sens qu'il faut passer à travers, passer par là pour atteindre le silence qui, moi, me fait vibrer, me fait vivre. Ils ont des silences qui sont l'antichambre du silence, la propédeutique. Mais des silences dont on parle ne sont pas le vrai silence, dit un chartreux. Parmi ce silence, il y a le silence matériel dont on a parlé. Je parle du silence visuel, qui pour moi est très important. J'ai fait de l'histoire de l'art. Et l'importance de ne pas être bombardé d'images, ça aide à avoir cet espace intérieur. Le silence sonore, évidemment, le silence des lèvres. C'est un chemin nécessaire de passer à travers ce silence, de le goûter, de l'habiter, mais ce n'est pas suffisant. Le but de ta vie, dit encore notre livre de vie, n'est pas de te taire, mais d'aimer. D'aimer tes frères et sœurs, de te connaître toi-même
et d'accueillir ton Dieu. Tu as besoin d'apprendre à écouter, à rentrer au plus profond et à t'élever au-dessus de toi. Et c'est pour cela que la vie monastique nous propose le chemin du silence et qu'elle cultive le silence matériel pour nous permettre de descendre dans les profondeurs du cœur et d'apprendre à écouter ce qui se dit là, qu'on n'entend plus. Et quand on a ce silence matériel qu'on essaye de cultiver quand même dans le monastère, même en plein cœur de Paris, ce silence matériel nous fait découvrir que le vrai problème, c'est à l'intérieur, où il y a un tumulte incroyable, avec ce long travail pour descendre plus profond que ce bruit, que cette cacophonie. C'est un vrai labeur, un long travail d'extraction de soi et de sainte indifférence qui vient après le détachement du monde. Dans le monastère, on sort du monde, on doit quitter le monde, tous les attraits du monde, mais ça ne sert à rien de quitter le monde par le corps si on ne le quitte pas par la pensée. Et c'est là que ça devient difficile. Donc, le silence, pour moi, c'est un peu ce que dit saint Paul, c'est de faire toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ, pour l'ajuster, la conformer au Christ en qui je vais trouver cette vraie paix, ce silence profond. Le silence est une purification qui permet d'accueillir Dieu. Donc, voilà. Alors, le livre de vie, c'est encore c'est ma tasse de thé. Nous dit, le silence matériel t'introduit au silence spirituel et le silence spirituel te fait monter jusqu'à vivre en Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Mais si tu cesses de vivre dans le silence, matériel aussi, tu n'auras pas d'entretien avec Dieu. Alors le silence que la vie monastique recherche, que je recherche, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la mise en contact avec, comme dit Augustin, celui qui est plus intime à moi-même que moi-même. Ou Rusbroeck qui dit « ce Dieu qui nous advient de l'intérieur ». Le verbe créateur qui se dit, qui se donne dans un profond silence. Et ce silence, c'est une présence qui est tellement pleine que les mots sont trop pâles et tombent d'eux-mêmes. La semaine dernière, j'ai entendu un texte de Saint Bernard pendant la liturgie qui m'a plu. Ça parlait du silence, je commençais un peu à cogiter. Il parlait de Marie et il disait « dans le silence joyeux de la méditation de ton cœur ». Je trouvais pas mal parce qu'il y a le silence, la joie, bon, voilà, la méditation de ton cœur. Ça dit bien ce que c'est le silence pour nous. Pas simplement une absence de bruit, mais une mise en présence par le biais de la méditation. Alors, pas pour moi, en tout cas, la méditation où on se vide de tout pour se retrouver juste soi. Parce que franchement, moi, me retrouver juste avec moi et le néant que je suis, je trouve ça pas passionnant. Voilà. Je dois passer par là, mais pour me faire capaciter et me désencombrer, faire de la place pour accueillir Dieu. Et celui qui a rencontré Dieu, en fait, n'est plus jamais seul. Donc on n'a pas peur du silence parce qu'il y a cette relation, cette aspiration à descendre au fond du cœur pour le chercher, l'écouter dans ses profondeurs et dans la joie d'une rencontre, même s'il n'y a pas des grandes apparitions tout le temps. Et pour ça, alors tout le travail, ce n'est pas tellement la cacophonie extérieure, mais c'est de faire taire nos voix, nos revendications, et il y en a beaucoup, nos discours ou nos cris intérieurs. Et les psaumes m'aident beaucoup pour ça parce qu'ils donnent une voix à tout le tumulte qui m'habite et ils me permettent de donner ça à Dieu en disant c'est toi qui vas régler ça. Et je n'ai pas à partir en croisade, je n'ai pas à me faire justice intérieurement, faire ma plaidoirie. Je te remets tout ça et j'arrive au fond de mon cœur comme un enfant dans les bras de sa mère. Et là, je me reçois de Dieu dans un face-à-face silencieux. Et ce face-à-face, en fait, va me faire découvrir qui je suis. Et ce n'est pas les bruits de la ville, ce n'est pas les bruits du monde, ce n'est pas ce que les gens disent de moi, qui me disent qui je suis, mais c'est dans ce face-à-face, dans un silence originaire où c'est comme une création, une nouvelle création. Non seulement qui je suis maintenant, mais le projet de Dieu pour moi. Et là, j'ai juste un petit psaume que j'aime beaucoup. Mais c'est en hébreu. Voilà, avec un peu d'hébreu, parce que moi, ça résonne comme ça. Voilà. Alors, c'est le psaume 86 que souvent on applique à Marie ou à l'Église.
Donc, je vous le dis en français, puis je vous donnerai juste un petit morceau en hébreu. Voilà. Elle est fondée sur les montagnes saintes, et Yahvé, le Seigneur, le Dieu qui est avec nous, qui est présent avec nous par miséricorde, il aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Et on l'attribue, Marie comblée de grâce, Dieu qui vient lui dire, mais voilà, ce rapport d'amour, tu es unique pour moi. Et toute personne, Dieu vient lui dire, je t'aime plus que tout. Et le verset d'après dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, cité de Dieu, sur Sion et sur Marie. L'hébreu ne dit pas tout à fait ça. Nirbadot Medobar Bar. Des choses glorieuses sont dites en toi. Alors moi, tout d'un coup, je me suis dit, mais je vois Marie, toute personne qui prie, qui descend au fond de son cœur, dans son intériorité, pour se mettre à l'écoute de ce que Dieu dit en elle et que ce que Dieu dit d'elle. Alors pour Marie, les choses glorieuses qui sont dites en elle et que le psaume annonce, c'est l'incarnation, et puis c'est sa part unique dans ce projet. Et elle a pu l'entendre parce qu'elle était descendue et arrivée à ce niveau d'écoute profonde. Et le silence, pour moi, c'est pour créer cet espace intérieur, ces dispositions où on est rendu capable d'entendre, de comprendre, de recevoir, d'acquiescer, de collaborer à ce que la Trinité dit en nous, qui nous révèle notre dignité profonde. Et ça, c'est quelque chose qui a un retentissement pour l'éternité. C'est juste la phrase d'après dans le psaume. Voilà. Alors, dans Christian Hugonnet, dans ce que disait sœur Cécile, il y a cette idée d'avoir plusieurs types de silence. Et donc, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que vous, après tout, vous êtes, si je peux me permettre de vous présenter comme ça, vous êtes un ingénieur du son, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un un acousticien. Donc, il y a vraiment différents types de silence. Tous les silences sont habités, c'est important de le dire. Le silence total n'existe jamais, il est toujours habité. Donc le silence total, le 0 décibel, si on veut parler de décibel, n'existe pas. On est toujours dans un monde habité et je crois qu'il faut bien le signaler. Mais ce que je voulais dire, c'est que le silence permet l'émergence. Ça, c'est important et vous l'avez dit très bien. Il doit y avoir du silence si on veut, c'est comme un rocher dans une mer calme. Si la mer est basse, vous avez le rocher. Si la mer est haute, vous ne voyez plus le rocher. Donc ce rocher, c'est la parole, en particulier. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire, c'est ce qu'on exprime quand on veut se parler. D'ailleurs, aurez-vous remarqué qu'aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. Ils parlent. Dans un débat, vous avez remarqué que chacun avance finalement sur ses pions et sur ses idées, et plus personne ne s'écoute. C'est intéressant de s'apercevoir que tout cela est en train de modifier le monde de notre manière, la manière avec laquelle on s'exprime. Donc on ne s'écoute plus parce que précisément le bruit nous masque tous. Le bruit est là pour tous nous masquer, et que finalement, pour pouvoir passer au-dessus de ce bruit, qui est généralement autour de 50, 60, 70 décibels, là je parle à 60 décibels, mais le bruit de la rue, il est à 70. Donc, eh bien on éructe. On parle plus fort, on crie, on s'exprime, on hurle. On a la dimension politique également qu'il s'agit effectivement d'avoir quand on veut s'exprimer, et il faut passer au-dessus du bruit. Mais quand on veut se parler, vraiment, on doit se situer à des niveaux sonores inférieurs. On ne dit pas « je t'aime » à quelqu'un à 100 décibels. Ça ne marche pas, parce que j'ai essayé, ça ne marche pas. Et sur les Champs-Élysées, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « je t'aime » parce que précisément, les Champs-Élysées sont à 80 décibels, figurez-vous. Donc c'est un point essentiel, il faut bien le savoir. Donc ça veut dire précisément que notre monde, eh bien, il se situe certes entre 40, 30 et 100 décibels, mais quoi qu'il en soit, si on veut se dire des choses un peu profondes, on va les dire à des moments, en tout cas à des niveaux qui sont faibles. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que ce silence, on l'a dit tout à l'heure, c'est la réflexion. Et si c'est la réflexion, c'est aussi la capacité à pouvoir avancer, encore une fois, dans la dialectique. Dans cette capacité, effectivement, à échanger sur le verbe, avec le verbe. Si on ne l'a pas, on n'a pas ces moyens de se défendre et de s'exprimer. Doit-on se situer ou se rester dans un salon VIP pour pouvoir parler entre mondes civilisés, si je puis dire, entre gens qui s'entendent précisément? Et qu'est-ce qui se passe quand on quitte ces salons VIP, qu'on se retrouve dans un monde où le bruit est en permanence là?
à nous entourer et à nous envelopper et à nous immerger et nous empêcher justement de nous exprimer. Il y a donc là, en fait, et j'ose le dire peut-être, une dimension politique importante. C'est-à-dire qu'il y a, quand on veut vraiment, si on veut véritablement rentrer dans une discussion qui a un sens, il nous faut avoir le silence. Et j'en discutais hier soir encore avec Alain Passard, chef étoilé, et qui a construit son restaurant sur le silence, justement. Il me dit, mais ce n'est pas uniquement la nourriture que nous apprécions avec le silence, c'est la discussion, c'est la dialectique. Et les tables sont suffisamment éloignées les unes des autres pour permettre cela. Et à partir de là, je vais dans une brasserie, et là, du coup, on ne peut plus rien se dire, tout simplement parce qu'on est dans un monde bruyant. Et on sait qu'on n'ira pas au-delà de la première conversation. Donc, cette dimension politique me fait peur, et précisément, ce bruit continu, lui, il a un impact direct sur notre capacité non seulement à réfléchir, mais à être dans l'imaginaire et également dans le projet de société. Alors, Cynthia Fleury, vous pourriez revenir un peu sur les deux autres plans dont vous parliez tout à l'heure, le plan du soin, le soin, on y reviendra après, mais en tout cas la fonction citoyenne aussi. Oui, alors juste pour l'expérimentation à zéro silence, je crois que c'est l'IRCAM qui avait fait une chambre anéchoïque, et donc quand vous rentrez, paraît-il, moi j'y suis pas allée, donc j'ai passé plusieurs journées dans cette chambre. Voilà, et donc il paraît que c'est assez insupportable. Et que très vite les acouphènes arrivent, et alors d'autres au contraire, mais que voilà, que c'est vrai que là, on voit très bien que la fabrique technique d'un silence est assez irrespirable, et qu'en fait, ce qu'on aime dans le silence, c'est l'inter, c'est l'antre, c'est la mise en présence, c'est la dialectique. Et en fait, ce qu'on appelle silence, c'est une bioacoustique merveilleuse. Et c'est le silence des éléments, et c'est tout ça. Alors, si, pour revenir donc à la fonction clinique et la fonction citoyenne, à partir du moment où on va démontrer que l'absence de silence produit des dommages physiologiques, ou empêche un post-opératoire de s'opérer, ou va maximiser le stress, etc., le silence devient un droit tout de même, puisque de fait il va y avoir une perte de chance, quelle qu'elle soit, sur la santé. Donc on voit très bien que le silence comme droit, ça devient un sujet dans les hôpitaux, le bruit des machines, le bruit des conversations, le bruit des réverbérations, des bruits, enfin bref, etc. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, et puis bien évidemment au travail. Donc on a une sphère juridique importante de droit au silence, et qui est peut-être tout de même encore un peu sous-estimée. Parce qu'on pense que le silence, c'est spontané. Or, le silence, c'est spontané s'il n'y a pas des humains et s'il n'y a pas de la technique. Mais sinon, ce n'est pas du tout spontané, et ça devient une activité sociale de faire silence. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a une part essentielle du silence pour la civilité. Donc, c'est là où on voit qu'il y a des fonctions politiques multiples. Il y a une fonction politique au sens où on en a besoin pour avoir une qualité de la délibération publique. Si tout le monde hurle, etc., si personne ne fait silence, on aura un affaiblissement de la parole publique. Mais au sens beaucoup plus ordinaire de régulation citoyenne de tous les jours, on en a besoin pour une civilité qui nous permet tout simplement d'être ensemble. Donc là aussi, il y a un droit au silence, mais il y a aussi une fonction d'urbanité, c'est-à-dire de maintenir notre urbanité, notre cohabitation possible. Et alors, heureusement, il y a de plus en plus d'architectes, d'aménageurs du territoire, etc., qui travaillent sur le fait que l'environnement sonore, c'est absolument clé, et voilà. Mais je ne suis pas sûre que dans la conscientisation de chacun d'entre nous, on ait identifié tellement de fonctions cognitives, spirituelles, politiques, civiles, cliniciennes du silence. Et donc, résultat, on fonctionne un peu comme un impensé,
Et en même temps, au bout de la journée, on est absolument épuisé. Il y a un texte d'Agamben là-dessus, pourtant c'est les années, 30, donc c'est pas tout de suite, c'est pas récurrent, mais qui dit, voilà, en fait, les années même avant, plutôt les années 14, voilà, la fin de la guerre, quoi, plutôt. Et Agamben dit, voilà, la modernité, en fait, c'est vivre un fatras d'événements et ne plus arriver à faire expérience. C'est ça, un peu. Quand on disait le silence, ça permet l'émergence, le silence, ça permet de faire expérience, de faire retour sur l'expérience. L'absence de silence, ça casse ce caractère de la résonance possible. Je voudrais quand même vous faire réagir, Cynthia Fleury, sur ce que disait sœur Cécile tout à l'heure, autour de la méditation, puisqu'on voit monter ça. C'est un mot-clé, c'est un mot qui revient en permanence. Dans le développement personnel, on dirait que... Alors, on en a déjà parlé ici même avec plusieurs des philosophes, etc., en disant... alors, les philosophes disant, qu'est-ce que c'est cette méditation qui dit « on arrête de penser » moi, je suis philosophe, je veux penser. Et puis, il y en a d'autres qui disent aussi, c'est quoi ce repli sur soi? Qu'est-ce qu'on va se trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, enfin, bref, vous voyez bien, il y a une montée de cette demande de méditation. Qu'est-ce que vous en pensez juste là-dessus? Elle est corollaire de précisément la saturation, je pense aussi, qui se vit ailleurs. Quand vous êtes tous les jours en open space ou dans un système qui vient casser votre concentration, vous avez un sentiment d'être en hypervigilance permanente, vous avez des troubles du sommeil, vous avez le sentiment d'être tout le temps fatigué. Enfin, il y a une érosion comme ça de soi qui est très forte. Résultat, les techniques proposées les plus simples, c'est la méditation. C'est la méditation programmée à telle heure. Moi, j'ai des patients qui m'expliquent que finalement, la méditation, version, il faut aller quelque part, etc. Finalement, c'est trop compliqué. Donc, on prend une appli et on fait de la méditation avec l'appli. Et moi, je dis rien, j'écoute. Et ils me disent, je sais ce que vous pensez, mais ça me fait du bien. Et tant pis. Et, alors qu'il pourrait très bien fonctionner sans. Mais on est tellement conditionné aujourd'hui par ces viatiques technique, que sais-je, alors qu'il suffit simplement, vous savez, pour méditer, on se met dans sa chambre, on se pose, voilà, et ça, tout va bien. Donc c'est très simple d'être dans un moment un peu plus calme. Mais voilà, ce que ça dit à un moment donné, stop. Stop l'accélération, stop la saturation visuelle, mentale, sonore, etc. Et possibilité pas tellement de me retrouver. Je pense que ce n'est pas ça qui est en jeu dans la méditation. Je pense que c'est une possibilité, comme disait Hermann Brock, Reich, etc., d'augmenter le moi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire d'avoir un sentiment, au contraire, de refaire lien avec le monde, alors que le bruit empêche de faire lien avec le monde. Et c'est la fonction, justement, interactionniste du silence. Alors, c'est justement la question que je voulais poser, merci Cynthia Fleury, à sœur Cécile. Parce que vous nous avez parlé de silence comme quelque chose qui va vers l'intérieur. Bon. Mais il y a quand même le silence qui permet d'écouter les autres, qui permet de dialoguer, qui permet de l'inter, justement. Qu'en est-il de ce silence-là ? Le silence qui permet de l'intériorisation, pour moi, c'est pour permettre cette ouverture à l'autre avec un grand A qui est Dieu et à tous les autres. C'est le passage obligé, où on se désapprend soi-même, on se désencombre de soi-même pour être capable d'accueillir l'altérité. Et même ma conception de Dieu peut être remise en question par rapport à l'irruption de Dieu. De faire silence sur ce que je pense, ce que je crois, ma manière d'être en relation pour accueillir l'autre. Donc ça, c'est très important. Oui. Mais c'est l'écoute aussi, oui, c'est une écoute particulière. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partage, j'en viens à ma question, est-ce que le silence se partage? Oh oui, nous on a besoin les uns des autres dans la communauté pour faire silence. Et c'est contagieux, dans un sens et dans l'autre. Oui. Le silence, oui, et cette écoute. Je vous partage juste une expérience que j'ai faite novice, qui m'a beaucoup marquée pour justement cette dimension d'écoute et d'accueil. Donc j'arrive avec ma vision un peu idéale de la vie monastique, qui se vit en pleine ville,
alors qu'on a tous, en tout cas en France, l'image du monastère à la campagne, dans une paix avec la clôture qui nous protège de toutes les agressions du monde. Et nous, on est à côté de l'hôtel de ville où il y a le bus qui passe, qui klaxonne, etc. On travaille à l'extérieur dans le monde. J'étais conférencière dans un musée. C'était mon travail. Et je reviens pour la liturgie qui commence toujours par un temps d'oraison en silence. J'arrive avec ma conférence, les questions, les gens, le métro. J'arrive sur le tapis de prière. On commence déjà par évacuer un peu tout ça. On veut rentrer en prière, puis pouet, pouet, c'est le bus, puis c'est le métro, et puis c'est des gens qui passent, des petites manifs, il y en a pas mal. Et alors, je commençais à prier, à voir tout ça, puis je me suis rendu compte qu'intérieurement, je priais comme ça, en essayant de repousser le bruit de la ville qui m'agressait. Mais prier comme ça, vous savez, c'est pas génial pour accueillir Dieu. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça va pas. Là, je me stresse, je me contracte. Et puis, c'est venu en moi comme une suggestion, mais au lieu de te sentir agressé par ce bruit, est-ce que tu ne pourrais pas y reconnaître le bruit d'un cœur qui bat? C'est le cœur de la ville qui parfois bat la chamade, est stressé, crie, pleure, chante, danse. Entends ça, accueille-le, traduis-le, laisse-toi, deviens cette caisse de résonance et toi, offre-le en prière. Et quand j'ai fait ça, toute la tension est tombée et maintenant j'entends même plus le bus. Le 96 voilà. Qui passe derrière Saint-Gervais. Mais et vraiment, j'ai réalisé ça aujourd'hui, parce que j'y pensais en disant, mais je l'entends plus. Et pour moi, c'est tout le passage qu'il y a à faire, parce qu'on peut pas... Voilà, les riches peuvent s'extraire du bruit, peut-être. C'est un luxe. Et on a nos repas en silence. Et je sais qu'un homme d'affaires venait, puis il y a une émission de télé, on lui avait demandé quel est le restaurant que vous préférez à Paris. Ah, le repas chez les frères de fraternité de monastique, c'est le seul endroit où on peut avoir un repas en silence. Voilà. Donc c'était amusant. Maintenant, ça se fait ailleurs aussi. Voilà. Mais donc oui, c'est vraiment... Il y a eu ça, ouais. Voilà. Il y a eu des repas en silence. Oui, ici, oui. Je pense qu'il y a vraiment une Pâque, un passage à faire entre le bruit qui m'agresse et entendre plus profond que l'agression. Et moi, vraiment, d'entendre, c'est le pouls du cœur de la ville. Et ça me nourrit dans ma vocation de moniale au cœur des villes, ça nourrit ma prière. Et en fait, maintenant, ce bruit... c'est la matière de ma prière. Donc ça me permet de rentrer en contact avec les gens aussi. La pollution sonore, on en parlait à l'instant. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le début de cette rencontre, la ségrégation. Parce qu'on a parlé des choses... c'est très fort, l'image de petits-enfants qui écoutent la mer dans les tuyaux parce qu'ils n'ont plus l'accès à la mer. Mais c'est une très belle image, enfin terrible, mais on est entouré, j'aimerais vous entendre les uns et les autres, par de la ségrégation moins spectaculaire que ça, sans doute, dans nos villes, dans nos quartiers. Quelle est votre vision? Je peux commencer par vous, Christian Hugonnet, parce que en plus, il y a eu ce sondage, on ne va pas revenir dessus, mais ce sondage qui montre vraiment que c'est une préoccupation, une préoccupation sociale. Une préoccupation fondamentale. Non seulement ça va beaucoup plus loin que cela, on considère même que le bruit a aussi des dimensions sur la santé de chacun. Donc à 70%, les gens sont conscients aujourd'hui que vivre dans le bruit, c'est aussi abréger une partie de son existence. Donc tout cela est important. Je voulais dire quelque chose qui me paraissait essentiel à travers toutes mes recherches et mes enregistrements, mes mesurages. Il y a dans le bruit, ça n'a pas été dit jusqu'à présent, une notion d'habit. C'est-à-dire que précisément, on est habillé quand on est dans le bruit. Et ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait juste. C'est-à-dire quand on accepte ce bruit, on accepte d'être habillé. Et... le silence, c'est la nudité. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter le silence pour être dans la nudité, pour accepter cette nudité. Et précisément, ça veut dire que être nu, c'est pas toujours facile tous les jours, effectivement. Et être nu, c'est aussi savoir l'être, savoir se regarder aussi. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses aussi. Être habillé, ça veut dire être habillé en gris. Hein. La nuisance sonore de la ville, elle est en gris.
Je la vois en gris, moi, en tout cas. D'autres la verront peut-être en couleur, mais moi, je la vois en gris. Elle est peut-être en couleur quand elle est désirée, précisément, quand le bruit est désiré. Mais quand il n'est pas désiré, il est en gris. Mais c'est aussi une manière de vivre dans l'anonymat, si je puis dire. Et donc, cette ségrégation, elle est, selon moi en tout cas, elle se caractérise justement par le fait de ne pas exister. Car quand on est en gris, on est comme tout le monde, si je puis dire. On est nulle part, on est personne, si je puis dire. Quand on est nu, on est quelqu'un, parce que précisément, on est repéré. Donc il y a bien là, en fait, un élément de ségrégation qui est presque visuel, si je puis dire. Et voilà, ça me paraissait intéressant d'être dit, parce que visuellement, je le vois comme cela. Je le ressens, en tout cas, de cette manière-là. Mais quand on voit, pour un certain nombre de reportages, etc., je suis allé dans les quartiers où on voit des gens qui vivent avec le bruit des autres en permanence. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'aller dans les quartiers périphériques, je veux dire, au centre-ville de Paris, dans le 10e, etc. On est dans le bruit des autres. Alors, précisément, oui, tout à fait important de considérer qu'on est dans le bruit des autres, mais que ce bruit, on l'avale, on le digère et on n'en prend plus conscience. Ça, c'est une chose tout à fait intéressante. Et quand on est dans ce bruit, habillé en gris, si je puis dire, tout le temps, on s'habitue à cela. Et c'est en cela que ça devient dangereux. Car quand on s'habitue à ce bruit permanent, à cet habit qui est toujours le même, eh bien, on perd en personnalité, si je puis dire, et on se laisse glisser tranquillement, en fait, dans un monde où plus personne ne s'exprime vraiment. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le cri. Voilà. Oui, parce qu'il faut parler fort. Et c'est ça qui me fait peur. Et quand je suis ici expert judiciaire en acoustique, et je rencontre des gens qui sont dans le malheur, précisément, dans la souffrance de ce bruit permanent, où c'est le bruit de leurs voisins, quelquefois, qui s'exprime. Et je sens là, précisément, une absence, un cri, mais un cri qui n'a pas de réponse, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la solution. Ils sont immergés, ils sont asphyxiés, si je puis dire. C'est intéressant de le dire comme ça, ils sont asphyxiés. Et cette asphyxie, moi, me touche beaucoup. Et je crois que si la Semaine du Son s'est lancée sur cet univers qui est celui de la ségrégation, c'est que précisément, on ne l'avait, comme le dit très bien Cynthia, jamais pensé jusqu'à présent. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre concept. Encore une fois, nous sommes rétiniens. Nous faisons que regarder le monde. Nous oublions tout simplement de l'écouter. Alors, on pourrait revenir, Cynthia Fleury, sur cette histoire de ségrégation. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cet aspect social, de différenciation sociale à partir des niveaux sonores ? Si vous voulez, la ségrégation, en fait, elle est aussi cumulative. Donc, au sens où on a un fardeau sonore qui fait la différence. Ça vient au départ de choses assez simples, c'est-à-dire que le bâti n'est pas de la même qualité, donc ça part de choses et de constructions qui ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que le bruit des autres traverse aussi parce que, tout simplement, la bâtisse dans laquelle vous êtes n'est pas protégée comme il faut, n'est pas insonorisée comme il faut, etc. Et que vous allez devoir grimper économiquement parlant pour vous protéger. Ça vient aussi du fait aujourd'hui où on a inversé le système, où on monte de plus en plus haut là aussi pour se protéger. Mais vous avez pareil, ça vient se cumuler généralement à ce qu'on appelle aussi un fardeau environnemental, c'est-à-dire que c'est là où on va mettre les territoires, où on va poser les déchets, les usines à déchets, où on va poser les usines qui font là encore du bruit. Donc, si vous voulez, de toute façon, la répartition du territoire, elle vient toujours faire en sorte que des ressources collectives sont spoliées, sont privatisées, confisquées. C'est aussi là, dans toute une série de quartiers la qualité précisément des espaces publics. Vous n'en avez plus. Donc vous êtes obligé d'aller dans un espace faussement privé, un centre commercial, etc., pour retrouver un sentiment un peu public où on va pouvoir se rencontrer, mais ce n'est pas un espace public normalement. Donc tout ça fait que cette ségrégation, elle se fait de façon, pas nécessairement, si vous voulez,
décidé dans le sens où les mégalopoles sont des lieux bruyants, bien évidemment. Donc, si vous voulez, l'urbanisation délirante de ces dernières années et puis de ces dernières décennies fait que, de toute façon, le bruit fait partie de la modernité. Mais précisément, ce qui fait partie de la modernité, c'est aussi la santé, c'est aussi l'apprentissage pour tous, c'est aussi la qualité de la rationalité publique. Et donc, on voit bien qu'on a, hélas, avancer sur un endroit et au contraire sur l'autre on a régressé en oubliant que ce silence était aussi une ressource individuelle et un bien public absolument essentiel. Et je pense dans un premier temps sans doute parce que c'était un impensé et qu'il y avait une naturalité du silence tout simplement qui était celle de l'urbanisation des années 50 tout simplement, qui n'était pas du tout la même quand même. Remarquez, pour une enquête que j'ai menée il y a 15 jours sur le silence, justement, j'ai travaillé sur les fabricants de casques de chantier, justement. Et un nouveau marché pour eux, c'est les écoles. C'est-à-dire qu'en Suisse, notamment, il y a des professeurs des écoles qui mettent des casques de chantier à leurs élèves parce qu'ils disent qu'ils pensent mieux quand ils sont isolés des autres. Ce qui va... donc, on est toujours dans des paradoxes sur le silence. Et il y a un autre paradoxe sur lequel je voulais vous interroger, puisque vous êtes à Sainte-Anne, vous allez dans les hôpitaux, il y a un grand H bleu qui s'appelle Hôpital Silence dans le code de la route. Et on sait bien que l'hôpital, c'est pas silencieux du tout, quoi. Il y a des bips partout, il y a des gens qui se parlent, bien entendu, mais c'est pas silencieux, non? Non, c'est pas silencieux, mais il y a un travail justement des architectes pour penser ce qu'on appelle les conditions spatiales du soin. Et on a de plus en plus un travail sur comment on peut trouver des facteurs d'apaisement, et le silence, mais pas que le silence, la lumière, notamment la lumière naturelle. Enfin, on sait très bien aujourd'hui que, c'est ce que je disais avec les travaux de Gessler sur la géographie de la santé, vous avez des facteurs d'apaisement que sont l'accès à la nature, la vue de la nature, la lumière naturelle et le silence. Et le silence, même aujourd'hui, on sait que vous avez ce qu'on appelle un seuil nociceptif, c'est-à-dire le seuil de la douleur qui va varier selon qu'il y a du bruit, il n'y a pas de bruit, etc. Donc on a quantité d'études là-dessus avec des travaux pour essayer de rendre, encore une fois, le bruit des machines moins fort. Là. Mais là aussi, c'est récent. À Sainte-Anne, on a un LABA. Un LABA, c'est le nom du laboratoire de design de Sainte-Anne qui a notamment dans son cahier des charges un travail autour des environnements sonores permettant justement soit la conversation et la collégialité entre guillemets entre les soignants, au contraire les salles d'attente, au contraire, etc., etc. Parce qu'on voit très bien encore une fois que voilà, il y a des silences. L'enjeu, ce n'est pas l'absence de bruit. L'enjeu, c'est de permettre que quelque chose existe entre nous de qualitatif. Et le silence permet l'émergence de ce qualitatif entre nous. Je parlais tout à l'heure de la civilité. On voit très bien que quand il y a du bruit, il se passe soit une montée en agressivité, soit ce que Sir Cecil a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une indifférenciation. C'est-à-dire en gros une anesthésie et une conduite automatique pour résister. C'est un mécanisme de défense, tout simplement, neurologique, physiologique, psychique. Et dans les deux cas, voilà, on a soit du passage à l'acte, soit une disparition de soi-même. Donc voilà, donc l'hôpital travaille aussi, mais il n'est pas exempt de défauts, mais il travaille à faire émerger en tout cas une qualité possible d'écoute, et pour ça, le silence est un partenaire important. Sœur Cécile, votre expérience dans la vie quotidienne, comment ça se passe? C'est-à-dire que, est-ce que quand vous arrivez, est-ce que par exemple, votre tenue, etc.,
fait penser au silence, à votre avis, ou fait penser à l'écoute? Qu'est-ce que vous avez Est-ce qu'il y a des gens qui restent quoi devant vous? Oui, ça, oui. Je suis un objet spirituel non identifié de temps en temps. Ou notre manière de vivre, je dirais plutôt la présence dans l'Église, puisque nous sommes une vie monastique au cœur de la ville. Notre fondateur a passé 2 ans au désert, où il était très bien, mais en se disant le vrai désert aujourd'hui, c'est la ville où les gens sont vraiment seuls. Il s'est senti appelé à venir mettre la vie monastique, qui à l'origine a été dans les villes, mais ça a disparu après, à la remettre dans la ville pour faire un oasis de paix, de prière, de fraternité, de joie et de silence. Et du coup, nos liturgies dans l'Église sont ouvertes à tous. On partage l'eau qu'on est les premiers à boire et à chercher, parce qu'on ne la trouve pas toujours aussi. Et les gens souvent traversent Saint-Gervais, parce que c'est un raccourci. Ils traversent et ils se retrouvent avec une vingtaine de sœurs, là, 10 frères, à genoux qui ne font rien et qui se taisent. Et pour certains, c'est un gros choc. Mais ils vont rester là longtemps? Qu'est-ce qu'ils font? Et tout d'un coup, et puis est-ce qu'on entend le bus qui passe autour? Je dis tous les gens qui courent, et il y en a qui sont là et qui ne bougent pas. Donc ça choque beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais et dire. Ça, en même temps, ouvre. Par votre présence. Oui. On est très provocateur. Mais oui, finalement. Oui. Et votre vie, alors je ne veux pas être indiscret, mais on a envie de savoir comment ça se passe, la vie monastique dans un appartement, dans un lieu. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers d'un appartement où c'est... comme on a aux États-Unis des meditation rooms où on peut s'asseoir sur un zafou pour méditer? Comment ça se passe? Alors, on a des espaces de silence, effectivement. On est locataire de la ville de Paris, nous. Mais ils nous ont remis, on avait des chambres de bonne un peu partout, puis ils nous ont réunis dans un immeuble qu'ils ont un peu transformé en monastère. Donc, mais il y a des familles à côté. Il y a le mémorial de la Shoah de l'autre côté, donc ça nous fait des voisinages vivants aussi. Et on est au milieu. Donc, il y a une partie où on accueille, parce qu'on invite régulièrement à table. Et puis la partie, ce qu'on appelle en clôture, à l'étage où il y a les chambres, ce qu'on appelle des cellules organiques, où on refait notre santé spirituelle. Et là, on vit vraiment dans le silence, la vie dans un monastère et dans une atmosphère de silence, pour privilégier ce recueillement, pour éviter cette dispersion, ce divertissement au sens de Pascal, pour ne pas se déconnecter de soi-même et de l'essentiel. Et c'est tellement facile aujourd'hui. Et même dans un monastère, c'est un bon petit combat. Alors, il y a l'espace, mais il y a surtout le temps. Et je pense que c'est plus important. Donc, le matin, vraiment, pas un mot, jusqu'à la première parole qui s'adresse à Dieu, avec le chant des laudes. Et avant, il y a un temps de prière silencieux où on se laisse rejoindre par le Seigneur, recréer chaque matin. Là, c'est lui qui me fait exister. Moi, je fais le plein comme une voiture, après, pour avoir de l'énergie et du carburant pour la journée. Et puis ensuite, le chant des laudes, puis on petit déjeune en silence. On va travailler. On est salarié dans la ville, donc dans des milieux qui peuvent être silencieux ou pas du tout. On revient pour l'office. Et ensuite, on a le repas, donc en commun, mais en silence, avec une lecture. Et ça prend un autre mode de présence, parce que je dois regarder si ma voisine a besoin de sel, d'eau, etc. Et ça demande une attention à l'autre. Et on va être beaucoup plus sensible à l'autre. Et ça va créer une communauté. Vraiment, le silence aide à ça. Après, on a un temps de récréation, où on parle ensemble, on accueille les hôtes, qui généralement sont tout à fait étonnés de se retrouver en plein centre de Paris, dans une bulle, c'est ce qu'ils disent. On a une fille qui habite à 5 minutes à pied de chez nous, rue du Bourg-Thibourg, et qui vient en week-end, en retraite chez nous, qui dit c'est à 5 minutes, mais c'est 2 univers complètement différents. Donc j'étais touchée quand on dit le silence permet une qualité d'être ensemble et qui vraiment se sent. Et puis ensuite, on a un temps de silence en cellule où on lit la parole de Dieu. Ce silence, c'est pour cette résonance, en fait. C'est pour que je me rends vulnérable, poreuse à la parole, et cette parole va chanter en moi et va faire que je vais devenir un chant, une parole pour les autres, même silencieusement. Et ensuite, on se retrouve à la liturgie, où il y a des grandes plages de silence, donc encore un temps de prière silencieuse, les vêpres, la messe, et les gens viennent
parce que voilà, on prend notre temps et ça permet vraiment un ressourcement en profondeur. Donc il y a ce dialogue, cette circulation en fait avec les gens de la ville, tous ceux qui veulent passer, qui viennent prier ou qui passent par hasard et qui découvrent quelque chose. Alors, la tradition des mardis des Bernardins veut qu'on fasse maintenant un dernier tour de table avec une phrase chacun, à la lumière de ce qui vient d'être dit. Alors, on peut faire une phrase très longue, mais le mieux, c'est de faire une phrase un peu plus courte. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit, donnez-nous chacun une piste, une raison d'espérer, puisqu'on a parlé de ségrégation, on a parlé de choses assez fortes. On commence par vous, sœur Cécile. Je vais vous donner une définition que j'ai entendue du silence qui m'a énormément plu. Je pense que ça peut changer le monde. C'est un moine cistercien du XIIe siècle, je crois. Le silence, c'est dire du bien de tout le monde. Si vous mettez ça en pratique, vous allez vivre zen, vraiment, dans une paix extraordinaire. Le silence, c'est dire du bien de tout le monde. Cynthia. Mon Dieu. Ah ben oui. Vous étiez prévenu, cher ami. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est arrivé au cerveau. Donc, et puis je suis très très mauvaise moi pour ce genre de choses. Donc des raisons d'espérer, mais par rapport à la question du silence. Oui, par rapport à la question. Est-ce que vous voyez que vous pensez que ça peut s'améliorer, que ça peut, il y a des forces ici Alors, et là qui... Spontanément, non. Ça ne non, s'améliorera ça, c'est pas bien, ça. C'est de fait. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut du courage et que nous allons, au contraire, je veux dire par là, je pense sincèrement que ça ne s'améliorera pas spontanément et qu'il faut une action, un engagement. La semaine sonore fait cela, mais d'autres, pour que tout d'un coup, il y ait une volonté à un moment donné de poser ça, encore une fois, comme une ressource collective et pas simplement qu'intime et laissé à la sphère privée. Ceux qui ont la chance, tant mieux, les autres non. Je pense qu'il y a vraiment un territoire de le silence comme ressource collective. Et on finit par vous. On avait commencé par vous, on finit par vous, Christian Rigonnet. Oui, une phrase pour nous donner l'espoir. C'est extrêmement complexe, mais l'espoir, il est à travers cette semaine du son de l'UNESCO, précisément, quand on entend des ambassadeurs qui prennent à leur compte justement ce combat et qui ont compris l'importance de l'enjeu sur un plan sociétal et universel, je dirais, en fait. Là, oui, je dis qu'on avance dans la bonne direction. Et hier soir, ça s'est passé ainsi. On a entendu 5 ambassadeurs qui ont pris à leur compte précisément ce combat et cette position forte qui va fondamentalement se développer à l'international. Nous avons 193 pays donc à convaincre et je pense que nous y allons tranquillement. Merci Christian Rigonnet. Merci à tous les trois pour ces riches contributions, ces paroles sur le silence qui nous ont inspirés. Merci à tous.